il y a 99% des pêcheurs qui sont contre le développement commercial de l'éolien flottant. Donc c'est pas une position dogmatique, mais c'est bien par rapport à un manque de retour d'expérience et une privatisation de l'espace maritime. Donc aujourd'hui, on travaille dans toute la Méditerranée, on laisse tout le monde avoir accès à cette Méditerranée. Demain, en fait, on va être exclu de cette zone et du coup, n'ayant pas de connaissances sur l'impact que ça peut avoir sur les ressources et sachant qu'on sera exclu de la zone, du coup, nous, aujourd'hui, sans retour d'expérience, on ne peut pas être favorable à ce développement commercial. Eux-mêmes, les pêcheurs, ont une politique par rapport justement à cet écosystème marin, qu'ils connaissent bien depuis le temps qu'ils le pratiquent. Ils le voient bien au niveau des rendements, etc., de l'évolution des captures d'espèces qui évoluent par rapport à des tas de facteurs différents, des facteurs humains, oui, mais aussi des facteurs naturels. On parle beaucoup du changement climatique aujourd'hui. Donc commençons par parler de ça, effectivement. Quelle est la politique de la pêche par rapport à cet espace? Comment il s'organise? Et ensuite, par rapport à cette organisation spatiale, véritablement, qui est loin d'être homogène, c'est comme à Terre. Simplement, pour la plupart des gens qui vivent à Terre, évidemment, quand on regarde l'océan, et plus particulièrement la Méditerranée, c'est une étendue bleue qu'on voit de la plage, point à la ligne. On ne voit pas du tout l'aspect 3 dimensions. Et pour les pêcheurs, c'est une vraie réalité, c'est vraiment un espace en 3 dimensions. Commençons à parler de cet espace, des connaissances que l'on n'a pas, malheureusement. Il y a encore beaucoup à apprendre, et effectivement. Et à partir de là, discutons des possibles installations d'activités comme une activité de production énergétique comme un champ d'éoliennes. Donc commençons à discuter de ce que représente un champ d'éoliennes d'abord, et puis effectivement comment il vient se caler par rapport à la politique des pêches, par rapport à la zonation que les pêcheurs eux-mêmes exercent sur le territoire marin. Et attendons le retour d'expérience des fermes pilotes justement pour savoir comment est-ce que la ressource se comporte, comment est-ce que certaines activités de pêche peuvent être compatibles ou non avec ces fermes d'éoliennes flottantes. Et voyons ensuite, et lançons le débat à ce moment-là, mais laissons-nous le temps de retour d'expérience. Du coup aujourd'hui on a des grosses contraintes, donc à la fois des contraintes biologiques, donc avec l'inconnu justement du comportement des ressources halieutiques liées à ces éoliennes flottantes. Donc comment est-ce qu'elles vont se comporter dans le milieu par rapport aux vibrations des éoliennes, par rapport au champ électromagnétique qui sera issu des câbles, et également des contraintes réglementaires, donc avec un plan de gestion notamment sur les chalutiers, où il y a des zones qui sont fermées alors 8 mois de l'année pour plus de 3000 km² et 5 mois de l'année plus côté PACA. En Méditerranée, on observe de nouvelles espèces qui arrivent. Donc Yves nous parlait du changement climatique. On est complètement confronté à ce changement climatique avec de nouvelles espèces. Donc on va pêcher des barracudas, on va pêcher des marlins qu'on ne pêchait pas spécialement il y a 10 ans de ça, mais qui commencent à voir le jour. Et voilà, il y a des nouvelles espèces telles que les dorades coryphènes aussi qui sont de plus en plus présentes. Et tout ça est lié au changement climatique. Donc il y a des contraintes à la fois biologiques mais aussi réglementaires avec ce plan de gestion sur le merlu. Par rapport au réchauffement, ce à quoi on assiste aujourd'hui en Méditerranée, c'est une stratification de plus en plus forte des eaux. Et donc un échange entre haute surface, eau chaude de surface et eau froide, beaucoup plus riche en profondeur, qui se fait de plus en plus difficilement. Ce qui pourrait amener dans l'avenir des changements très forts dans la composition et le recrutement même des populations qui sont exploitées par les pêcheurs et bien d'autres. Donc nous, la Méditerranée, c'est vraiment notre lieu de travail quotidien. Donc on a différents types de métiers qui pratiquent cette mer fermée. Donc c'est à la fois des petits métiers, des palangriers donc, qui vont être impactés par les éoliennes dues à la dérive de leurs palangres et du coup qui peuvent s'emmêler aux flotteurs, et également les chalutiers donc, qui sont des engins de pêche qui sont traînés par les bateaux. Et au final, il se retrouve que vu que ce sont des arts traînants, ils seront interdits de fait dans les zones d'éoliennes.
Et du coup, ce sont des sanctuarisations de zones et des zones privatisées et qui ne sont plus accessibles à tous. Voilà, c'est ce que dit Thomas. On voit bien pour les pêcheurs, bien évidemment, leur terrain de travail, c'est la mer. Et ils la connaissent. Ils la connaissent très bien, non seulement en surface, mais aussi dans la colonne d'eau et en profondeur. Chose que l'usager sur le littoral, qui va uniquement sur la plage, qui s'amuse un peu au bord de l'eau, ne connaît absolument pas. Donc à mon avis aujourd'hui, par rapport à la prise de conscience que représente effectivement cette ressource extraordinaire qu'est la mer, il me semble vraiment important qu'il y ait une sorte de processus de maritimisation de la culture, y compris d'ailleurs des élus locaux, pour comprendre qu'effectivement leur territoire, c'est pas simplement l'espace terrestre, le territoire délimité à terre, mais également cet espace maritime où les activités se développent, de pêche bien entendu, mais d'autres activités également, et pas simplement les activités touristiques autour de la plage, mais de plus en plus des activités en mer, et ça pour l'avantage, je dirais pour le bénéfice du territoire lui-même et de ses habitants. C'est pour ça que je parle de maritimisation. Donc on a un manque de retour d'expérience et notamment sur l'éolien flottant puisqu'il n'y en a pas actuellement dans le monde, si ce n'est 5 éoliennes dernièrement qui ont été installées en Écosse. Les porteurs de projets pilotes mettent en avant l'effet récif, donc production halieutique, mais qui n'est pas aujourd'hui à ce jour démontré puisque une simple bouée a été immergée sans éolienne, sans câble de raccordement, donc est-ce qu'on peut comparer ces résultats? Et également un effet DCP qui est mis en avant, donc dispositif concentrateur de poissons. Mais si ces zones ne nous sont pas autorisées à la pêche, pourquoi aller concentrer du poisson dans une zone qui n'est pas autorisée? Alors, ce que vient de dire Thomas est très intéressant parce que ça montre vraiment que dans le débat, il faut garder la question complètement ouverte. On connaît très peu de choses aujourd'hui, effectivement, plus particulièrement sur le flottant. Et je crois qu'il va falloir dans l'avenir être beaucoup plus imaginatif sur ces dispositifs. Il ne s'agit pas simplement de bouées, mais on peut très bien imaginer aussi, à l'image, à l'exemple des dispositifs concentrateurs de poissons qu'on utilise par exemple dans les Caraïbes, avoir par exemple des éléments qui pendent des bouées, etc., qui attirent davantage le poisson. Une bouée lisse, effectivement, n'aura pas beaucoup de rôle. Par contre, on sait que dès qu'on ajoute des éléments à cette bouée, ça peut avoir un rôle attractif sur les poissons. Autant de choses. On a parlé également des plateformes RTE qui regroupent l'ensemble des câbles qui viennent des éoliennes. Ces plateformes sont des infrastructures en mer et on peut très bien, et RTE travaille là-dessus, on peut très bien penser pour l'avenir des plateformes multi-usages. Particulièrement, bien sûr, dans le domaine de la recherche, moi je suis particulièrement sensible à tout ce qui peut toucher à l'observation. L'observation des grands fonds marins, ou des fonds marins, en tout cas là où sera positionnée la plateforme, pour faire chose qui nous manque énormément, autant on le fait en surface, mais on ne le fait pas sur le fond, c'est-à-dire d'observer les phénomènes à long terme, sur des séries à long terme, avec des systèmes en place de manière permanente.